Ça s'est coupé, hein? Ça s'est coupé. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, oui, on vous entend. Ça s'est coupé, hein? Ça s'est coupé. Donc, on enchaîne avec l'euthanasie. Ok. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Et là, vous recevez mon PowerPoint? Non. Non, d'accord. Attendez. Je vais à pause. Et là? C'est bon comme ça. C'est bon, c'est bon. Par contre, la vidéo S'il vous me plaît, calme. acceptez les gens, s'il vous plaît. Pardon, la vidéo, non, par contre, hein. Oui, la vidéo, non. D'accord. Bon, j'enchaîne avec l'euthanasie. Pour les objectifs pédagogiques de ce cours, je vous ai défini 4 objectifs principaux. Vous avez, d'abord, vous devez à la fin du cours être capable de définir l'euthanasie, définir l'acharnement thérapeutique, identifier les différents types d'euthanasie et souligner les aspects juridiques et moraux des soins en fin de vie. S'il vous plaît, Goulouli, s'il vous plaît, tout le monde est admis. Il n'y a personne dans la salle d'attente, normalement, hein. C'est bon, hein, normalement, c'est bon. C'est bon. Rim Ramzi. C'est bon. C'est bon, hein. Théoriquement, c'est bon. D'accord. Ben, comme définition, l'euthanasie, vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Oui, donc. Très bien, très bien. Donc, l'euthanasie est définie littéralement par Littré, bien sûr, comme une bonne mort ou une mort douce, tranquille et sans souffrance. Étymologiquement, ce mot est formé en fait de 2 éléments tirés du grec. Il y a le préfixe e, ça veut dire bien. Il y a également le mot thanatos, qui veut dire mort. Rappelez-vous, vous qui avez fait la médecine légale, la thanatologie, c'est l'étude de la mort et des phénomènes de la mort. Donc, thanatos, c'est mort. Donc, euthanatos, mort, bien. Il signifie donc une bonne mort, c'est-à-dire une mort sans douleur et dans de bonnes conditions. Actuellement, elle désigne la faculté de procurer la mort sans souffrance aux malades incurables, atteints d'une affection fatale accompagnée de douleurs physiques intolérables et persistantes qu'aucun moyen thérapeutique ne peut atténuer. Dans cette définition, il y a des mots-clés qu'on doit souligner. Il y a la faculté, donc il y a la capacité du médecin de faire ça, capacité qui dépend de ses compétences. Il y a le mot malade incurable, donc pas n'importe quelle maladie. Il faut qu'il y ait une maladie incurable. Incurable, donc elle a cette réputation d'être une maladie mortelle et fatale dans la population générale, dans le public, accompagnée également de douleurs physiques intolérables et persistantes. Donc il y a des critères. Pour l'acharnement thérapeutique, c'est la définition de l'euthanasie. L'acharnement thérapeutique, vous me suivez? Oui. Oui, donc. L'acharnement thérapeutique l'acharnement thérapeutique, en fait, c'est quoi? C'est une des attitudes qui peut être adoptée par les soignants vis-à-vis des patients en fin de vie pour tenter de combattre une mort inéluctable. On peut le définir comme étant la mise en œuvre ou la poursuite. Donc, soit on met en route, soit on poursuit un traitement ou des gestes techniques lourds, mais à but curatif. C'est le mot-clé qu'on doit souligner. Donc, c'est un traitement curatif, un traitement lourd curatif, non pas préventif et non pas palliatif. Ça s'est coupé. Non, on vous entend. On vous entend. Oui, oui. C'est bien, c'est bien.
Oui, Samhouli, il y a le délégué des délégués qui m'appellent, hein, mes étudiants, Samhouli. Oui, oui, le délégué des délégués. Oui. Je, je te rappelle, Tebet, et je te dirai, je te rappelle parce que là j'enseigne, je suis en train de donner une conférence. Je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle. Désolé. Il n'est pas notre délégué. Hein. Comment? Il n'est pas notre délégué. Non, c'est le délégué. En fait, c'est le délégué de la 4e année. Oui, c'est ça. Et comment dire, il coordonne. C'est tout. Et en plus, je suis le directeur de département adjoint, responsable des 4e année et 5e année. Désolé, je dois tout gérer. Quoi. Il m'appelle pour me dire qu'on a un problème au niveau de la cardio. Vous voyez? Et je croyais, j'ai trouvé un appel, hein, je croyais qu'un de vos délégués m'appelle. Désolé, on continue. Vous recevez mon PowerPoint. Non, pas encore. Ah bon? Oui, Oui. Si, c'est bon. Hein. Oui, Hakim. Donc, j'étais en train de définir l'acharnement thérapeutique, qui est la mise en œuvre d'un procédé thérapeutique lourd, mais pas n'importe quel procédé, il doit être curatif. Parce qu'à la comme je mets le traitement, il peut être un traitement curatif, donc le but c'est la guérison, il peut être un traitement préventif, et il peut être un traitement palliatif. OK? L'acharnement thérapeutique, c'est la poursuite ou la mise en œuvre d'un traitement curatif lourd chez des patients qui souffrent de maladies incurables et chez qui tout espoir est perdu quant à ses chances de guérison ou de rémission. Quelles sont les différentes formes médico-légales de l'euthanasie? Schématiquement, on a deux grandes formes. Il y a l'euthanasie active et l'euthanasie passive. Vous me suivez? oui, L'euthanasie Oui, active suppose le geste d'un tiers. Donc, il y a une action, l'euthanasie active. Elle suppose le geste d'un tiers qui administre à un mourant une substance létale ou la lui fournit. Je m'en à la lui fournit, il lui prescrit une substance létale, il rentre chez lui, il la prend et il décède. Ou la lui fournit, ou encore le tue par tous les moyens. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a une action de la part du soignant. L'action, soit il l'administre s'il est hospitalisé à son niveau, soit il lui prescrit ça sur un papier, donc sur une ordonnance, ou le tue par tout autre moyen. Par contre, le deuxième type d'euthanasie, c'est l'euthanasie passive. Passive, ça veut dire qu'il y a une abstention. L'active, il y a une action. Le passif, c'est une abstention. Elle est définie comme étant l'arrêt des traitements de réa. C'est en général des malades qui sont hospitalisés au niveau de la réa ou là, des malades souffrant de cancer, sous chimiothérapie, radio, machin, histoire, et le médecin décide de s'abstenir, donc d'arrêter les traitements. Elle est plutôt définie comme l'arrêt des traitements de réanimation ou celui du traitement de la maladie fatale à partir du moment où l'on est convaincu que le cas est désespéré. Le premier cas, c'est-à-dire l'euthanasie active, il s'agit d'une mort libératrice que l'on procure à un malade conscient, certainement incurable, qui demande que l'on achève par une mort calme et indolore. C'est un malade conscient. Excusez-moi, docteur. Oui. Docteur, excusez-moi, nos camarades demandent d'être acceptés. Oui, oui, pardon. J'ai admis tout le monde. J'ai admis tout le monde. Il y a 4 personnes qui attendent, 2, tout le monde est admis. Hein. Ryan et Rim sont là. Ryan et Rim. Normalement, ils sont là. Je n'ai aucune demande, d'accord? Je répète, s'il vous plaît, parce que c'est important. Il y a 2 types d'euthanasie. Il y a l'euthanasie active qui suppose une action. Je m'arrête à action, ça veut dire un geste. Un geste d'un médecin. Soit un geste, c'est-à-dire un médecin qui administre à un mourant une substance létale ou la lui fournit, c'est-à-dire une prescription, ou encore le tue par tout moyen. Il s'agit donc d'une mort libératrice que l'on procure à un malade conscient, certainement incurable, qui demande que l'on achève par une mort calme et indolore.
C'est un malade conscient qui réclame la mort. Contrairement à l'euthanasie passive, c'est une abstention. Il n'y a pas une action. C'est l'arrêt. L'arrêt des traitements de réa. Il débranché le malade. Maintenant, s'il était maintenant intubé, parce qu'il s'agit de malades inconscients, contrairement au premier cas de figure. Donc, c'est l'arrêt de traitement de réa ou celui de traitement de la maladie fatale, à partir du moment où l'on est convaincu que le cas est désespéré. Dans cette situation, il s'agit d'une mort par pitié que l'on donne par jugement délibéré à un moribond inconscient pour supprimer les douleurs insupportables initiales et éviter à l'entourage l'impressionnant spectacle d'une agonie douloureuse, insupportable et rebelle à toute sédation physique ou psychique. Donc, ce sont les deux principales formes médico-légales de l'euthanasie. Soit c'est actif, soit c'est passif. Soit c'est une mort libératrice, soit c'est une mort par pitié. Soit c'est une mort par action, soit c'est une mort par abstention. Je passe aux aspects juridiques. C'est le chapitre le plus important du cours. On va voir les aspects juridiques et moraux en Algérie et on va essayer de dire 2 ou 3 mots sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. En Algérie, sur le plan éthique, vous m'entendez? Vous me suivez? Oui. Sur le plan éthique en Algérie, on va essayer de voir d'abord le contexte éthique de l'euthanasie. Que va faire, chers étudiants, le médecin devant un malade atteint d'une affection jugée en toute conscience incurable, accompagnée depuis longtemps déjà de douleurs intolérables, non améliorées par tous les moyens thérapeutiques? Ce malade implore en suppliant de faire cesser définitivement cette vie désormais impossible en l'achevant. Ijik, Hakim, j'en ai marre, je souffre, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, s'il vous plaît, mettez fin à ma vie. Qu'est-ce que va faire le médecin? Comment se comporte-t-il? Et sur quelle base éthique va justifier sa décision? En fait, le soignant se trouve face à un conflit de 2 valeurs éthiques fondamentales et surtout contradictoires. Il y a 2 valeurs. La première valeur éthique, c'est le respect de la vie. Je m'arrête le respect de la vie, mais on doit tout faire pour sauver les vies des gens. Donc, le respect, c'est le premier principe. Le respect de la vie, madame, le respect de la vie nous impose de tout faire pour combattre la mort à tout prix. Donc, ce principe fait rejeter l'euthanasie. Donc, l'euthanasie, elle est catégoriquement rejetée parce qu'elle est contradictoire avec un principe fondamental de l'éthique qui est le respect de la vie. En outre, le problème euthanasique, si vous euthanasiez un malade, va poser au médecin la grave question de la limitation de ses droits thérapeutiques dans le but de conserver la vie humaine. C'est très simple, notre vocation, les médecins, c'est défendre la vie, c'est tout faire pour respecter la vie. Si on opte pour l'euthanasie, ça veut dire qu'on n'a pas respecté un principe fondamental qui est le respect de la vie, et d'autre part, qu'est-ce qu'on a fait? On a limité les droits thérapeutiques internes. Donc, on n'a pas le droit de donner des substances létales, parce que c'est contradictoire avec ces principes éthiques. Également, le deuxième principe qui est contradictoire, mais le premier principe lié au respect de la vie, c'est le respect de la dignité humaine. Le respect de la dignité humaine, le respect de la dignité humaine, on n'a pas le droit de s'acharner. Il fait rejeter le principe, le respect de la dignité humaine. Il fait allusion au fait que le malade ne doit pas être considéré comme un objet qui devrait être maintenu en vie dans le seul but de soulager la culpabilité du soignant, comme par exemple la mise en œuvre ou la mise en œuvre des moyens extraordinaires pour prolonger la vie d'un nouveau-né déformé qui est en train de mourir, ou la celle d'un cancéreux au stade terminal. En particulier, là, dans cette situation, c'est-à-dire un cancéreux ou là, un nouveau-né mal formé, l'AREA, à tout prix de tels sujets, apparaît comme une attitude dépourvue du sens commun le plus élémentaire. Je vais résumer la situation. C'est un peu compliqué parce que l'éthique, c'est de la philosophie. On a une situation
qui nous met dans un conflit éthique. Conflit éthique, vous me suivez? Oui. Conflit éthique, Oui. un conflit entre deux valeurs contradictoires. D'une part, on a une valeur éthique qui dit qu'on doit respecter la vie. Qui doit respecter de la vie, on n'a pas le droit de faire l'euthanasie, mais on a tout faire pour sauver la vie du malade. C'est vrai ou pas? Ou je respecter la vie, ça veut dire tout faire pour sauver la vie, mais qui veut faire tout faire, ça veut dire tous les procédés, mais on a un curatif. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on a un autre principe, c'est le respect de la dignité. Le respect de la dignité, vous n'avez pas le droit de s'acharner sur le malade. Vous n'avez pas le droit de traiter le malade comme étant un objet, de tout faire pour soulager votre culpabilité. Donc, entre cet acharnement qui est interdit et entre cette euthanasie également qui est interdit sur le plan éthique, وش لازم نديرو؟ هنا l'arrêt de toute thérapeutique agressive ne signifie pas le renoncement aux soins. En effet, les soins devenus alors palliatifs. On passe du curatif au palliatif. Le palliatif, c'est quoi? Ce sont des traitements, des soins qui ont pour objectif d'accompagner le patient, de continuer à traiter sa douleur mentale et douleur physique et morale. Bien qu'il soit pénible pour nous, les soignants, pour vous, les futurs soignants, il est pénible pour vous d'accepter de passer du curatif au palliatif. Pourquoi il est pénible pour vous? Parce qu'il y a un problème de santé, mais vous ne pouvez pas opter pour un traitement curatif parce qu'il n'y a pas une proportion entre les bénéfices attendus et entre l'agressivité, donc le risque encouru par le patient. Mais vous devez quand même passer du curatif au palliatif. C'est pénible pour vous. Mais à la règle, il est essentiel au bien-être du mourant et à sa dignité. Donc, entre l'euthanasie impossible et l'acharnement thérapeutique, le médecin ne peut donc que s'en tenir au soulagement de la douleur. J'espère que j'étais un peu clair. Hein? Deux principes contradictoires. Mais allez, je vais dire qu'on lance le débat et on essaiera d'expliquer les choses. Vous m'entendez, hein? Oui. Sur le plan religieux, il n'y a pas de problème. Dans notre idéologie musulmane, l'euthanasie est réalisée par l'agonisant lui-même et assimilée à un acte de suicide. Et que le simple geste d'administrer un médicament par un médecin ou quiconque dans le but d'assurer l'euthanasie est un acte d'homicide. Et que le suicide et l'homicide sont catégoriquement interdits par l'islam. Je vous cite le verset 28 de Sourate Nisa, par exemple. Le bon Dieu dit que ne vous tuez pas. Allah envers vous miséricordieux. Vous avez également le verset numéro 33 de Sourate Al-Isra qui dit que sinon en droit, ne tuez point votre semblable qu'Allah a déclaré sacré. Là, pour vous dire que l'islam interdit et le suicide et l'homicide. Sur le plan déontologique, les articles 6 et 7 et 9 du code de déontologie définissent d'abord la mission du médecin, qui nécessite le respect de la vie de la personne humaine, définissent également la vocation du médecin, qui consiste à défendre la santé physique et mentale de l'homme et à soulager sa douleur, que ce soit physique ou mentale également, dans le respect de la vie et de la dignité. Et également, on a l'article 9 du Code de déontologie qui définit l'assistance à personne en danger. Sur le plan pénal, l'euthanasie active est assimilée par le Code pénal algérien comme assassinat et condamné, interdit et condamné par l'article 265. Et également, l'aide au suicide est interdit et condamné par l'article 273. L'euthanasie passive, elle est qualifiable par le Code pénal algérien de non-assistance à personne en danger, bien sûr, dont les sanctions se trouvent dans l'article 182 du Code pénal algérien.
Dans le monde, il faut savoir que la majorité des États ne reconnaît pas ou interdit l'euthanasie active et les autres formes d'aide à la fin de vie. L'euthanasie est autorisée sous conditions dans certains pays européens comme la Belgique et le Luxembourg. En Suisse et aux Pays-Bas, par exemple, le suicide assisté est autorisé. En revanche, l'euthanasie reste interdite. Le suicide, en Suisse et les Pays-Bas, on peut se suicider. Enfin, on peut se suicider. On assiste les gens à se suicider à l'hôpital, bien sûr, à condition qu'ils soient atteints d'une maladie incurable, grave, associée de douleurs. Les États-Unis autorisent le recours à l'euthanasie pour les malades en phase terminale, pour le cancer. Voilà en gros ce qui se passe dans le monde. Donc à la fin, permettez-moi de vous dire que les changements des modes de perception sociale de l'euthanasie dans le monde au cours des 2 dernières décennies sont à l'origine de nouvelles législations favorables à l'euthanasie. Pas ici en Algérie, mais dans certains pays européens, ayant levé le tabou sur la question de l'euthanasie. Dans 2 États, par exemple, les États-Unis d'Amérique, l'euthanasie est même ainsi sortie du domaine de la loi pénale. Mais cependant, il est parfois admis que l'euthanasie puisse faire l'objet d'une décharge de responsabilité de son auteur lorsqu'avant sa mort, le patient y a donné son consentement. En Algérie, je rappelle, le cadre pénal et juridique, déontologique, éthique, il est bien clair et bien précis, qui interdit et l'euthanasie passive et l'euthanasie active. Pour plus de détails, vous avez les références bibliographiques citées dans le cours que vous pouvez télécharger sur la plateforme. Voilà, j'ai fini avec mon cours. Vous pouvez poser vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Hakim, j'ai une question. Fadli, Hakim. Par exemple, si on a un patient qui est en état de mort cérébrale et qui est maintenu en vie en service de réanimation pendant des mois, Oui. jusqu'à quand est-ce qu'on pourrait le maintenir en vie ainsi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où il y a mort des autres organes. Parce qu'il voulait mort cérébrale. Qu'est-ce que ça veut dire mort cérébrale? Coma dépassé. Écoutez, où la mort cérébrale? Mort cérébrale. Mort cérébrale, c'est le coma dépassé. La mort cérébrale, elle est définie juridiquement. Elle est définie juridiquement par l'arrêté du novembre 99. La mort cérébrale, c'est une forme médico-légale de la mort qui donne la possibilité de prélever des organes sur sujet décédé. Votre question, quand est-ce qu'on déclare la mort, c'est-à-dire quand est-ce qu'on le débranche, là, je vous dis, c'est la décision des médecins. C'est quand il y a des lésions irréversibles des autres organes, c'est-à-dire cœur, poumon et rein. Voilà. D'accord, merci. D'autres Monsieur, questions? Monsieur, des exemples sur des substances qui sont utilisées dans l'euthanasie. Des exemples? Des médicaments. Je ne sais pas, je ne suis pas technicien. Moi, je connais le potassium. Le potassium, par exemple, le potassium, il est très utilisé. Cause un arrêt cardiaque. Hein? L'hypercalémie, elle cause un arrêt cardiaque. Donc, Oui. Ils injectent le potassium. Ils font même des embolies gazeuses. Des fois, on injecte même du gaz, carrément. En IV. Okay. Mais je ne suis pas très bien placé pour répondre à cette question. Okay. Une autre question. Dans les autres pays, l'euthanasie est Dans les demandée autres? par le... Dans les autres pays qui autorisent l'euthanasie, Oui. est-ce qu'elle est demandée par le Pas médecin toutes les ou formes, bien par... mademoiselle, de l'euthanasie. Hein? Hein? Pas toutes les formes de l'euthanasie qui sont autorisées. Par exemple, l'euthanasie Oui. active, elle n'est pas autorisée. Il y a surtout le Oui. suicide assisté. Oui, Tfadli, c'est quoi votre question? Est-ce que le médecin qui demande cette euthanasie ou bien la famille Ce n'est pas du le médecin patient? qui demande, c'est le patient. Des fois, le patient est inconscient. Oui, Ça veut c'est dire les parents, ou là, elle se fait suite à une décision délibérée du médecin. Bien sûr, ce sont des décisions collégiales. Je m'arrête à collégial en groupe, en réunion. Oui, c'est quoi votre question?
est-ce que le médecin qui la propose, ou bien la famille, ou bien le patient? Toutes les réponses sont justes. Le patient, s'il est conscient, il peut la demander. S'il est inconscient, les parents aussi peuvent les demander. Il y a des conditions. Comme fait le cours, j'en ai pas parlé. Il y a également le médecin. Le médecin peut juger inutile de poursuivre les traitements de réa ou le traitement curatif. Il peut opter pour l'arrêt de tout traitement, donc euthanasie passive. Ah, ok. Merci beaucoup. Ah ben, je vous en prie, hein, de rien. Hakim, s'il vous Docteur, plaît. docteur, Tfadlo, tfadlo. après combien de jours on garde le malade? C'est par exemple, il a un arrêt cérébral ou autre pathologie. Après combien de jours on le garde en réanimation médicale ou chirurgicale pour déclarer la mort? Ça, c'est pas Est-ce des que ça concerne le budget ou comment? ملاح هذه ça concerne le budget. Je ne sais pas des sciences exactes, mon cher étudiant, hein. Il y a des gens qui ont été gardés en réa, installés, intubés, branchés pendant des années. Justement, le premier ministre Sharon, sioniste, voilà, Sharon, je pense jusqu'à l'heure actuelle, il est branché. Je pense un ou deux ou plus, 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas des sciences exactes, hein. Moi, je vous dis, c'est une décision technique médicale. Uniquement le médecin traitant qui peut bien sûr tranché. décider de l'arrêt de tout procédé thérapeutique. أنا قلت قبيلة للحكيم, je ne sais pas laquelle سمعتني, je lui ai dit que c'est des décisions prises selon l'atteinte des organes privilégiés, à part le cerveau. C'est-à-dire poumon, rein, cœur et foie. Voilà. Mais c'est technique, c'est les réanimateurs qui peuvent répondre à ça. D'accord, merci. De rien. D'autres questions? Oui, Hakim. Fadl. Vous avez dit tout à l'heure qu'en Suisse, le suicide assisté Oui. en milieu hospitalier est autorisé. Quelle est la différence entre le suicide assisté et l'euthanasie active? Quelle est la différence entre le suicide assisté et... Le suicide assisté, il est en milieu hospitalier. C'est une forme d'euthanasie active, le suicide assisté. Je m'arrête un suicide assisté parce que vous allez lui donner un médicament, donc vous allez lui prescrire une substance létale. Donc c'est une euthanasie active. Mais elle est assimilée à un suicide assisté ou elle est, parce que la décision, elle est prise par le patient et non pas par le médecin. D'accord? Dans l'euthanasie active, la décision est prise par le médecin. La décision, elle est prise par le médecin suite à une demande soit du patient, soit de son entourage, soit du médecin lui-même. Je n'ai pas compris la différence entre les deux. Ça. L'euthanasie active, elle peut être faite sans demande du patient, D'accord. suite à une décision du médecin. Le suicide. Sinon, c'est... Oui, tfadal. Donc, si le patient demande, Et comme sur on va- le plan pratique, il y a oui. toujours une demande là, du patient. Il y a toujours une Qu'est-ce qui demande. fera donc la différence entre un suicide assisté et une euthanasie active? Il n'y a pas une différence dans cette situation parce que le suicide assisté, on va lui prescrire le suicidé, plutôt le suicidant qui veut se suicider. Oui. On l'hospitalise, enfin, les Suisses, on l'hospitalise, on lui prescrit, on lui procure une substance létale. Donc, c'est une euthanasie active. Il n'y a pas de... Justement, après, dans le cours, il y avait qu'en Suisse et aux Pays-Bas, l'euthanasie reste interdite. En revanche, le suicide assisté est autorisé. C'est pour dire C'est cette phrase-là que je n'ai pas compris. C'est pour dire que seule l'euthanasie
qui se fait en milieu hospitalier qui est autorisé. Quelque part, ils sont en train, vous m'entendez? Oui, oui. Quelque part, on est en train de dire qu'on n'a pas le droit de procurer des médicaments ou des substances létales, de procurer ça aux patients et leur donner ces substances pour les prendre chez eux. Non, s'ils veulent se suicider, enfin, s'ils veulent mettre fin à leur vie, qu'ils la mettent à l'hôpital, mais pas chez eux. Fahmtez? Dans ce cas-là, la demande d'un tiers ne sera pas autorisée. En Dans général, le cas d'un patient inconscient. la demande d'un tiers t'aide en général quand le malade est inconscient. Mais si le malade est conscient, parce qu'il y a quand même il y a une demande, il faut qu'il soit consentant, Ah, je vois. il y ait une évaluation. Mais sur le plan jargon, euthanasie active, suicide assisté, c'est la même chose. Parce que dans tous les cas, on dit une action. Vous voyez? Je vois. Sur le plan juridique, là, parce que l'autre, c'est une forme médico-légale, donc c'est juridique. Mais l'autre, c'est plus jargon médical, suicide assisté. Vous voyez? Je vois, oui, merci. Je vous en prie. Sûr, vous voyez ça, non? Oui, oui. De rien. D'autres questions? D'autres questions? Monsieur, Oui, monsieur, oui. Oui. monsieur, si un médecin, par exemple, un médecin algérien exerce sa profession dans les Pays-Bas et que le malade ou son entourage ont demandé de l'euthanasie ou le suicide assisté, est-ce que le médecin a le droit de refuser cette Voilà, il demande ou non? refuse. C'est un médecin algérien. Un médecin algérien qui exerce aux Pays-Bas. Ce madame, le médecin algérien, il veut le beurre et l'argent du beurre. Il vit aux Pays-Bas, payé en euros, exerce dans les structures hollandaises, mais par contre, je ne veux pas d'euthanasie parce que je suis médecin musulman. Oui. Oui. On peut proposer de lui changer de médecin. Par exemple, on peut changer de médecin, il n'y a pas de problème. C'est un geste très facile. Ah oui. Normalement, il n'y a pas de problème. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Normalement. Question شوية صعيبة بصح الحكيم هذه. D'autres questions, s'il vous plaît? Hakim, une question. 6 minutes. Oui, تفضل. Le code pénal algérien condamne toute forme d'euthanasie ou l'acharnement thérapeutique. Est-ce que on le condamne là? Non, l'acharnement thérapeutique. وين نحطوا la limite باش نقولوا c'est un La acharnement limite, elle est thérapeutique. technique. C'est vous qui définissez la technique. Vous, les professionnels de la santé. C'est très simple. Il y a un malade atteint d'un cancer du sein avec métastase osseuse au niveau du fémur ou métastase hépatique avec un syndrome de cholestase et d'obstruction. Ictère, machin, Je vois. vous voulez. Je vous pose la question. Est-ce que vous allez vous amuser à opérer la métastase osseuse, donc faire une intervention chirurgicale sur la cuisse, incision de 30 cm? Ça, c'est un traitement curatif. Parce que vous allez faire une exégèse de la métastase osseuse. Est-ce que vous allez opérer l'abdomen et faire une ablation de la métastase du nodule hépatique qui a entraîné une obstruction des voies biliaires principales? Le traitement palliatif. Le traitement palliatif, par exemple, un drainage, maintenant, qui me dit les chirurgiens, un drainage des voies biliaires principales. La métastase osseuse est douloureuse, le traitement, on met la morphine. Donc la limite, elle est technique. Ce n'est pas une limite juridique, elle n'est pas définie. Mais c'est au médecin de juger. Des fois, tu sais, le malade, il a été voir le médecin, quelquefois, on n'opère pas. On n'opère pas, on le laisse tranquille. Je m'en on n'opère pas, on le laisse tranquille. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'acharner sur lui. On doit passer au curatif, au palliatif. Soulager sa douleur morale et physique. Prise en charge psychologique, psychiatrique et également physique. Donc, ça dépend des spécialités. D'autres questions? Il nous reste 5 minutes. De rien. 5 minutes, je m'en.
Docteur, s'il vous plaît, Oui. euh, concernant la question de notre collègue, la différence entre l'euthanasie et le suicide, est-ce qu'on peut dire que la seule différence, c'est un suicide ou bien le suicidant, c'est quelqu'un qui n'est pas malade déjà. Mais l'euthanasie, Comment ça, il n'est pas elle malade? concerne, il ne présente pas une maladie ou bien il n'était pas déjà hospitalisé pour telle ou telle maladie. Mais il ne peut Mais pas être l'euthanasie, candidat à l'euthanasie s'il n'est pas malade, mademoiselle. On ne peut je veux pas être dire la candidat à différence, l'euthanasie. l'euthanasie, c'est pour les malades. Le Non, suicide même la assisté pour les suicide. malades, Fizos. Vous m'entendez? Oui, docteur. C'est quoi votre question, s'il vous plaît? Mademoiselle, c'est quoi votre question? Elle ne m'entend plus, je pense. S'il vous plaît, vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Rebonjour. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ça s'est coupé.